Voilà pour le résumé de cette journée qui a été riche, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des moments effectivement très forts, des moments détendus avec les maires qui ont pu échanger, des moments un petit peu plus, c'est normal, nerveux et vifs, avec suivant les sujets qui étaient abordés. Nous poursuivons notre débat et je me tourne vers les représentants de l'opposition qui sont sur le plateau et je me demandais si vous aviez au fond peut-être un doute sur ce qui allait se passer et au fond peut-être sur le fait que les Français auraient peut-être envie, personne ne le sait pour l'instant, peut-être envie de s'impliquer dans ce débat. Et je me demandais, Philippe Laurent, si est-ce que ça ne va pas vous dépasser, pas vous, mais l'ensemble de la classe politique, peut-être même les médias d'ailleurs, tout le monde, est-ce que finalement on ne va pas être tous être surpris par ce qui va se passer ? Oh, non, je ne pense pas. Je pense que les Français nous surprennent parfois. Mais oui, mais enfin, si les Français s'impliquent, bah, tant mieux, ils discuteront. De toute façon, la discussion est toujours meilleure que l'affrontement physique et la violence. Donc de toute façon, il faut qu'ils discutent. Mais encore une fois, il ne faut pas non seulement qu'ils discutent avec le gouvernement. Il faut qu'ils discutent aussi entre eux. Parce qu'il y a un vrai besoin dans notre pays, que nous avons quelque chose qu'on a un peu perdu, c'est le sens de la cohésion nationale. C'est aussi le sens de la République. C'est le sens aussi de la citoyenneté. Et peut-être que si les gens, en parlant ensemble, s'ils s'écoutent, c'est encore autre chose, mais s'ils s'écoutent, les gens en parlant ensemble pourront peut-être découvrir ces vertus, j'allais dire, de l'ancien monde. Ouais. Mais je vous posais aussi la question, dans un but presque politique, oui. Vous représentez une famille politique, bon, qui a comme toutes les familles d'ailleurs, a du mal. La situation des maires de France, c'est les maires de France, quoi. Hein, voilà. C'est tous les bords. On a même au bureau des maires qui appartiennent à la République En Marche. Et ça se passe très bien. Mais je vous parlais en tant que maire de Sceaux, ou alors je m'adresse à vous, Madame Portelli, vous êtes voilà, membre des Républicains. Laurent Wauquiez, on le sait, a un peu de mal à exister dans cette crise, a du mal à trouver sa place. Est-ce que c'est la bonne attitude de regarder ça un petit peu de loin, un petit peu de haut, j'allais dire? Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder ça de haut. Après, les sorts des uns et des autres, je dirais que ça n'a pas d'importance. Nous, on n'est pas là pour amener nos problèmes d'ambition personnelle. Je dirais ce qui peut arriver à Laurent Wauquiez ou à d'autres responsables politiques. Ce n'est pas le problème des Gilets jaunes, ce n'est pas le problème de la crise sociale que nous traversons, ce n'est pas le problème de la fracture territoriale. Donc tout ça, ce sont des questions de personnes qui n'ont aucun intérêt. Non, c'est aussi le rôle de l'opposition. C'est intéressant de s'interroger sur le rôle de l'opposition. Est-ce qu'elle doit être apporter un soutien pendant une crise exceptionnelle? Le rôle de l'opposition, c'est de travailler sur le fond et de commencer aussi à apporter des pistes. Moi, je fais partie d'un mouvement avec Valérie Pécresse. On a travaillé dans l'indifférence la plus totale sur des sujets pourtant qui me semblent importants. C'est peut-être pas des sujets les plus populistes, entre guillemets, même si j'aime pas qu'on brocarde le peuple à travers cet adjectif. Mais par exemple, on a travaillé sur les déserts médicaux. Je peux vous dire que régulièrement, au niveau des territoires, une des questions qui remonte souvent, c'est on n'a plus de médecins. Il en a été question d'ailleurs dans l'échange entre le président et les maires. Nous, on a fait un cahier de propositions. On a bossé. Quand on bosse, quand les hommes politiques ou les femmes politiques, comme c'est le cas de Valérie Pécresse, travaillent, excusez-moi de vous dire ça, en général, on s'en fiche un peu, parce que ça fait pas du buzz, c'est pas clivant, ça fait pas des tas de tweets, c'est pas très intéressant. Et même si c'est pas mes idées, je pense que dans les autres partis, il y a aussi des réflexions qui sont intéressantes, et on ne débat plus du fond. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui, dans un moment où les clivages se font sur un ton très haineux. C'est aussi très difficile d'ailleurs d'être journaliste, de faire son travail. Enfin, il y a une crise de la démocratie qui est très profonde. C'est difficile pour la classe politique, de manière globale, de débattre et d'exister. Donc si ce débat d'ailleurs permet de redonner de la place à la parole, tant mieux. Mais c'est vrai que globalement, il y a un vrai problème pour les femmes et les hommes politiques pour pouvoir débattre du fond. Sarah Legrain. Moi, je crois que les Français pourront peut-être avoir envie, à travers ce débat, mais à travers plein d'autres formes, comme ils le font aussi massivement quand même, en se déplaçant dans la rue le samedi après-midi ou en allant sur les ronds-points, auront envie de s'exprimer. Donc pourront avoir envie, il y en a qui ont écrit sur les cahiers de doléances dans les mairies. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est que les Français ne se leurrent pas sur le résultat de cette consultation et disent déjà qu'ils n'attendent rien de cette consultation du point de vue des décisions de M. Macron. Ils veulent s'exprimer et ils veulent décider, les Français. Et là, vous parliez par exemple du rôle de l'opposition. Eh bien, précisément, par exemple, nous, notre groupe parlementaire qui soutient les revendications des Gilets jaunes,
notamment par exemple celle du référendum d'initiative citoyenne, qui était quelque chose que nous avions proposé dans notre programme, va déposer une loi le 21 février prochain, a proposé en plus une coécriture collaborative de cette loi pour proposer le référendum sous ses différents aspects, pour proposer une loi, abroger une loi, révoquer un élu et convoquer une constituante pour redéfinir entièrement les règles du jeu. Révoquer un élu. Et vous avez plein d'États aux États-Unis où ça. Et jusqu'à présent, ça ne vous a pas tellement rapporté cette affaire-là pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon ne décolle pas beaucoup dans les sondages. On me demandait quel était le rôle. Et ben moi, mon rôle, je ne considère pas que ce soit d'être dans une logique boutiquière. C'est à un moment, vous avez des choses qui s'expriment très fortement dans le pays. Le référendum d'initiative citoyenne sur lequel vous haussez le sourcil, c'est 80% des Français qui le soutiennent dans les sondages. Le rétablissement de l'ISF, c'est 70% des Français. Il y a des choses qui émergent. Les Français n'ont pas attendu M. Macron pour débattre. Ils ont débattu, que ce soit sur les ronds-points, que ce soit dans des assemblées, que ce soit dans des repas de famille. Et globalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a des grandes propositions qui sont faites. Nous les portons. Nous avions porté un certain nombre de choses dans notre programme. Nous sommes heureux de voir que, quelque part, la bataille des idées a progressé. Et nous sommes heureux d'apporter notre soutien à ce mouvement qui est loin de terminer. Et à mon avis, M. Macron se trompe quand il pense qu'avec une usine à gaz pareille, il mettra fin aux besoins de changement et au désir de changement qu'expriment les Français. Et quand vous voyez Sarah Le Grain, dans quasiment toutes les enquêtes d'opinion, on voit que c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national qui sortent renforcés. Je vais vous dire quelque chose. Ça m'étonne. De cette crise. Ça m'étonne parce que quand vous entendez massivement les Gilets jaunes et les Français parler de hausse du SMIC, et que Mme Le Pen n'est pas pour la hausse du SMIC. Quand vous entendez une discussion sur une refonte de la fiscalité et un impôt plus progressif et que Marine Le Pen n'est pas pour l'impôt plus progressif. Quand vous entendez 6e République, fin de la 5e République, fin du présidentialisme et que Marine Le Pen n'est pas pour tout ça, je m'étonne des résultats de ces sondages. Mais en même temps, Marine Le Pen, elle trouve que maintenant, elle a des points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, bah elle provoque. Mais regardez, elle fait le jeu. Elle n'est pas la seule à le dire, parce qu'effectivement, vous avez des médias qui savent. Mais qu'ont dit les Français? Oui, mais les Français ne s'y trompent pas. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à ce sondage? Oui, ce sondage bidon du JDD. Alors parlons-en. Qui ont décidé tout d'un coup que ça intéressait les Français de savoir s'ils voulaient une alliance que personne n'a jamais voulu et que personne n'a jamais proposée entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Qu'ont dit les Français à plus de 80%? Bah, c'est idiot, ça n'a aucun sens. Ils voient bien que ce sont des projets différents. Et moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit mes idées qui progressent dans le débat public. Et c'est ça qui est en train de se produire dans le pays. Et c'est très loin d'être justement les idées qui sont celles de Marine Le Pen. Sur l'immigration, sur les questions de laïcité qui sont remises par M. Macron dans le débat national, alors qu'elles ne sont pas des thèmes des Gilets jaunes. Oui, je pense qu'il y a vraiment une crise politique actuelle, comme on a vu d'ailleurs en 2016 et 2017 avec l'apparition d'Emmanuel Macron. Quand on voit les sondages, parce que Mme Le Grain parle de sondages, effectivement, la France Insoumise, nous, La Marche, on se maintient. La France Insoumise, elle est en chute libre. Le Rassemblement National, lui, par contre, il monte. Bon, voilà, quoi, ça reste que des sondages. Mais pour parler des sondages, il y avait quelques jours, 30% des Français qui étaient intéressés par le grand débat. Maintenant, on est déjà monté à 40%. J'ai vu un sondage aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez. On a le temps, les européennes, c'est encore loin, on verra. Donc moi, pour l'instant, ce qui me plaît, c'est que les Français sont motivés pour aller au sondage, dans quelques jours. Au grand débat, donc voilà. J'aimerais qu'on regarde ensemble 2 extraits de l'intervention du président de la République. Aujourd'hui, d'abord, lorsqu'il évoque un sentiment d'inégalité. Il y a aujourd'hui un sentiment d'inégalité très fort qui est ressenti par une partie, vous avez dit des classes moyennes, mais de nos concitoyens qui travaillent, qui disent au fond, je travaille pour rien, et les retraités, je travaille ou j'ai retravaillé pour rien, et il y en a d'autres, ils profitent du système, etc. Ça ne doit pas être un débat pollué par l'esprit de division. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas qu'on tombe dans un piège qui serait de dire, il y en a d'un côté, ce sont des profiteurs, c'est ce fameux débat que certains ont longtemps eu sur l'assistanat, et de l'autre côté, les braves gens qui travaillent. Un sentiment d'inégalité. Et deuxième extrait, lorsqu'il évoque l'ISF, voilà une question centrale dans ce conflit des Gilets jaunes depuis au moins un mois, voire un peu plus. Écoutez ce que dit le président de la République. Et la question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. Mais il ne faut pas raconter des cracks, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Olivier Damézin, le président dit il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem, mais il explique en gros qu'on a tort de vouloir revenir là-dessus et qu'en gros, lui,
ne reviendra pas là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'il faut parler de l'ISF. Parce qu'il y a n'importe quoi qui est raconté depuis 2017, depuis qu'on l'a enlevé. Ça, c'est le président des riches, et patati et patata. L'ISF, ça a été mis en 1980 sous François Mitterrand, si je ne me trompe pas. Depuis, on n'a pas vu les résultats escomptés depuis. On a vu la fuite des chefs d'entreprise qui sont allés investir ailleurs, et notre industrie qui s'est complètement explosée. Nous, les députés de La République En Marche, en accord avec le gouvernement et le président de la République, on fera un bilan. Il y a une commission qui est là, qui regarde ce qui se passe, ce qui a été fait en 2018 et ce qui va se faire en 2019. Et s'il faut, en 2020, revenir sur l'ISF et se reposer la question, on le fera. C'est pas un tabou, c'est pas un problème. Ça a toujours été comme ça et on est clair à ce sujet. C'est un tabou pour ce débat, du coup. Parce que vous dites, on verra en 2020. Donc, non, là, on va l'expliquer. Ça fait un an qu'on dit des mensonges sur l'ISF. On aurait dû réagir avant, nous, la majorité. Ça fait un an qu'il va expliquer parce que quand vous avez Alexis Corbière qui rentre avec un panier avec 5 €. Parce qu'à la baisse de l'APL. Oui, justement, les 5 €. On peut parler des APL aussi. On va en parler, c'est pas un problème. C'est une politique globale contre les pauvres et favorable aux riches. Quand vous avez Alexis Corbière, le collègue, qui rentre dans l'hémicycle avec un panier pour 5 € et qui dit que c'est un scandale de la baisse des APL, il avait peut-être raison, peut-être. Mais quand, par contre, il y a une augmentation de 100 €, on dit que c'est des broutilles, c'est ridicule. Il y a une complète contradiction. Alors, on va rester ça fait un an qu'on subit ça. Parlons des 4 milliards de l'ISF, c'est quand même plus intéressant que... Monsieur Laurent. Sur l'ISF. Sur l'ISF. Moi, c'est compliqué tout ça. D'accord, hein. La France est un pays complexe, comme les pays développés. Il y a toute une construction qui date de très longtemps, qui s'est faite, qui s'est accumulée. Donc on ne peut pas non plus raisonner comme ça en disant bah tiens on remet de l'ISF, ou on l'enlève, ou on met une tranche supplémentaire, etc. Tout ça doit s'étudier de manière un peu plus sérieuse et que ça doit prendre du temps. Et ça doit faire l'objet aussi de débats. De débats citoyens sans doute, de débats aussi parlementaires. Parce que notre collègue dit on va maintenant évaluer la chose, etc. Oui, enfin moi je constate quand même que depuis 1 an et demi, le Parlement a été un peu affaibli, a été vidé un peu de sa substance. On légifère par ordonnance. Voilà, bon, alors même que la majorité, elle est extrêmement importante. Donc je trouve que... Oui, mais il faut quand même aussi réfléchir aussi à la façon dont tout ça fonctionne. Là, j'ai le sentiment que, d'ailleurs, c'est un peu le malaise qu'il y a avec ces questions. Alors, on pose les questions partout, on dit voilà, comme si on pouvait répondre oui ou non à toutes ces questions comme ça, dans un pays qui doit continuer à fonctionner, avec des systèmes qui existent, avec des gens qui continuent à vivre. Si nous, les élus, on faisait ça, mais je veux dire, ça marcherait plus, la France, ça marcherait plus. Hein, nous, tous les matins, il faut que les crèches ouvrent, les écoles, il faut que les poubelles soient ramassées, soient collectées, que les rues soient balayées. Parce que qu'on présente des budgets en équilibre. Qu'on présente des budgets en équilibre, etc. Donc, il faut quand même pas non plus s'emballer. 2 ans qu'on donne des c'est pour ça que toutes les prises de position un peu radicales, on remet les SF, on l'enlève, etc., c'est pas des positions très sérieuses, honnêtement. Ça se fait pas comme ça. Monsieur Laurent, vous avez vu quand même qu'on n'a pas eu de baisse de DGF. Moi, j'aimerais pouvoir réagir. J'aimerais pouvoir réagir sur ces phrases de M. Macron. Sur la question du sentiment d'inégalité, mais moi là, je crois que M. Macron touche du doigt plus qu'un sentiment. Il y a de réelles inégalités dans le pays. Les Français qui pensent qu'il y en a qui profitent du système, mais bien sûr. Bien sûr, et le problème qu'ils sont en train de voir, c'est que les Français ont perçu qui étaient ceux qui profitaient du système. Puisqu'en réalité, il y a une France, contrairement à ce que dit Macron, qui est une France de l'effort, qui trime au boulot, mais qui trime aussi à la recherche d'un boulot alors qu'il n'y en a pas d'emploi. Et qui se rend compte que par contre, les actionnaires, eux, ont vu leurs dividendes exploser. Vous savez que la France, elle est championne du monde des dividendes. Ça n'a pas échappé aux Gilets jaunes et aux Français. Ils ont bien vu que vous aviez cette France-là qui profitait pendant que le reste de la France entendait qu'il fallait se serrer la ceinture, voyait son pouvoir d'achat baisser. Et à qui on a fait des cadeaux fiscaux ? Qu'est-ce que c'est que l'ISF ? Précisément, l'ISF, exit tax, flat tax, etc., ce sont que des mesures qui visent justement à favoriser ceux qui déjà profitent en réalité de la rente, hein, parce que les actionnaires, c'est ça. C'est la finance, c'est tout ça qui a été favorisé. Justement, ce sont les actionnaires qui sont favorisés par ces réformes de l'ISF. Et ça, c'est une compréhension profonde de ce que doit être l'impôt et la justice fiscale. La justice fiscale, c'est faire que les plus gros contribuent plus. On a beaucoup vu ça dans les revendications des Gilets jaunes. Et un impôt progressif, un impôt qui permette justement de financer des services publics. Ce qu'on entend de M. Macron, c'est
quels sont les impôts qu'il faudrait encore baisser et quels sont les services publics qu'il faudrait fermer. Mais ce n'est pas ça ce que disent les Gilets jaunes. Ils veulent plus de justice fiscale et que les gros payent plus pour qu'on puisse avoir des services publics pour tous. On n'a pas entendu beaucoup de pistes ce soir d'économie sur les dépenses. S'il vous plaît. Ce qui était intéressant dans le début du conflit porté par les Gilets jaunes, c'était justement le sentiment d'overdose fiscale. Et je pense que l'histoire de l'ISF, là où elle n'est pas bien passée, c'est pas tellement de réformer l'ISF en soi, c'est tout ce qui s'est fait à côté. C'est-à-dire le matraquage sur les retraités, la hausse de la CSG, c'est pour ça que c'est mal passé également. Et en plus, une incohérence dans le discours fiscal. Je donne l'exemple de la taxe d'habitation. Bon, on nous supprime la taxe d'habitation, en se fichant d'ailleurs totalement de l'autonomie des collectivités. Il faudra un jour qu'on ait quand même un débat sur la fiscalité locale. Et on nous explique, ah ben oui, mais la taxe d'habitation, c'est un mauvais impôt, c'est un impôt qui n'a pas de sens, c'est un impôt qui est ridicule, c'est un impôt qui est mal foutu, etc. Très bien. Mais il y a quand même peut-être 20% qui vont continuer à la payer. Alors, si l'impôt il est mauvais, pourquoi 20% continuera à la payer? Et en fait, c'est exactement comme la taxe sur les carburants. C'est pour l'écologie, mais en même temps, on ne flèche pas entièrement vers l'écologie. Et c'est ça que les gens ne supportent pas. C'est l'incohérence du discours. Et quand on sait que depuis la Révolution, le rapport à l'impôt, c'est la traduction du pacte social au sens rousseauiste entre l'État et le peuple. Ben justement, quand ça perd de sa substance, quand les gens ont l'impression de se faire arnaquer, bien du coup, c'est là que ça explose. Et je crois que là, actuellement, on est dans une crise très profonde parce qu'on ne supporte plus que les politiques disent tout et leur contraire et qu'il n'y ait plus de cohérence, même à travers l'impôt. Malheureusement, il y a une cohérence, mais elle est toujours dans le même sens. C'est ça que voilà. Bruno, je dis. Alors, cette question de la justice fiscale, comment y répondre? Il va y avoir des propositions, le débat, etc. Mais enfin, à l'arrivée, que fera le président et qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre à cette question précise, mais qui est centrale? Alors, c'est un des 4 thèmes qui a été retenu pour le débat entre citoyens, avec les citoyens, qui commence demain. Et effectivement, ce sera sans doute un des thèmes qui sera beaucoup débattu, puisque les Gilets jaunes en ont fait un de leurs éléments de mobilisation chaque week-end. Alors, il y a la thématique de l'ISF, mais on voit bien que pour les Français qui ne sont pas forcément gilets jaunes, il va y avoir beaucoup la thématique de ceux qui paient encore la taxe d'habitation et ceux qui ne le paient pas, 80%, à partir de 2500 € pour un célibataire. Donc, c'est vrai que là, j'allais dire, c'est presque la définition du riche, quelque part, qui va être mise au débat. Donc, c'est un débat assez lourd. Et à la surprise générale, le gouvernement a décidé de mettre cette question de la taxe d'habitation et de la part de Français qui ne la paient pas en débat. Donc ça veut dire que derrière, est-ce qu'il tiendra sa promesse des 100%, puisque le président avait dit au congrès des maires, je crois, non, il l'avait dit après la loi de finances 2017. Il avait dit ce qui est mauvais pour 80% des Français doit l'être pour les 100%. Donc oui, cette réponse va être débattue. Je pense que ce sera très difficile pour le gouvernement de ne pas trouver les moyens de la supprimer pour les 100%. Or, ça coûte, je crois, 7 milliards au budget. Et ce n'était pas dans le programme. Il faudra les financer. Mais ça va être une question qui va être concrète, sonnante et trébuchante pour le gouvernement. Olivier Desmaisons. Moi, par rapport à la taxe d'habitation, c'est clair que nous, on est parti pour la supprimer pour tous. Ça, mais nous après que ce soit dans le grand débat, pourquoi pas? Qu'on explique aux gens, ils la payent, et ainsi de suite. Parce que tout le monde ne payait pas la taxe d'habitation de toute manière. Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est que ne paye pas d'impôt sur le revenu et vous ne supprimez pas pour autant. Ça, on ne le dit pas assez d'ailleurs. Et justement, par rapport aux impôts sur le revenu, pourquoi ne pas aussi réfléchir? C'est une idée qui est dans l'air, c'est pas moi qui le dis. Nouvelle tranche. Ce que j'ai entendu sur le repas, c'est qu'il y ait plusieurs tranches. Une nouvelle tranche. Et qu'il y ait aussi qu'il y ait même un impôt infime, mais que tout le monde paye un petit impôt. Et ça, je l'ai entendu sur le rond-point. J'ai entendu par les paroles Gilets jaunes. Vous avez bien conscience que la demande. Moi, je suis favorable à ce que tout le monde, à la France Insoumise, on a toujours dit ça, à ce que tout le monde paye l'impôt. Oui, on est pour 14 tranches. Mais vous entendez bien ce que disent les Gilets jaunes. C'est pas, on aimerait qu'en fait les plus pauvres ils payent de l'impôt. On a bien compris ce que disent les Gilets jaunes. Ils veulent un étalement de l'impôt, ils veulent un impôt plus juste. Et ils s'en prennent aussi. Que tout le monde paye un petit impôt. Parce qu'ils ont bien conscience. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, est plutôt contre. Chacun sa mais il parle aussi beaucoup de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Et ça, il y aurait des réponses à apporter là-dessus. Et on voit bien qu'ici, il y a eu une esquive du gouvernement depuis le début de son mandat sur la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Puisqu'il ne s'agit surtout pas de mentionner les paradis fiscaux, ce qui sont les paradis fiscaux européens et qui permettent justement. Il a fallu insister pour que la France Insoumise vote. Précisément, parce qu'en fait, en réalité, quand vous faites une liste de paradis fiscaux où il n'y a pas les paradis fiscaux essentiels, on a un petit problème avec les listes de paradis fiscaux qui ne contiennent pas les paradis fiscaux. C'est dommage de ne pas voter ça, oui, c'est vrai. En réalité, vous ne suivez pas. Enfin, excusez-moi, sur la taxe d'habitation, il va y avoir un petit souci, c'est que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les gens devraient débattre d'un sujet qui va être tranché peut-être par le Conseil constitutionnel,
Et qui l'emporte dans ce cas-là? Alors c'est le débat du peuple ou c'est le juge constitutionnel? Il me semble, pour avoir fait un petit peu de droit, que c'est le juge constitutionnel. Justement, c'est pour ça que la question se pose. Moi, personnellement, la question se pose pas. D'accord, mais pourquoi on ouvre le débat? Et il y a la question de à quoi elle sert. Non, mais il y a la question de à quoi elle servait. C'est-à-dire comment est-ce que les collectivités, comment est-ce que ça pèse pas sur les collectivités locales? C'est pour ça que le débat, il faut quand même réfléchir. On peut pas tout. Enfin, il y a un moment, il faut quand même que les politiques et les experts entrent aussi dans la danse et disent des choses. Bien sûr. Et parfois disent aussi, je suis désolée, attendez, disent aussi parfois des choses qui fâchent. J'ai vu des sondages très intéressants sur votre chaîne où on expliquait qu'une des premières positions des gens, c'était à bas les privilèges des élus. Parce qu'en ce moment, on est dans un relan haineux. Il faut dire ce qui est. Eh ben, attendez, nous, on aimerait bien vous dire, c'est quoi le privilège d'un maire? Quand vous n'êtes plus maire, pas de chômage, pas de retraite, c'est quoi le privilège d'un maire? On ne se fait même pas rembourser nos frais d'essence, alors qu'un fonctionnaire peut le faire. Les maires sont-ils concernés, vous croyez, par cette C'est un élu, c'est des politiques. On parle des élus. On parle des élus. Dans le même sac, c'est ce que vous voulez dire. C'est quand même ceux qui sont les mieux considérés par rapport... Certains, dans la majorité, ont tendance à mettre tout ça dans le même sac, en effet. Certains, pas tous. Il y a un discours en ce moment qui est quand même dangereux et qui est extrêmement clivant entre les personnes, entre les corps sociaux. Mais qui, je pense, est profondément lié aux structures de la Ve République. C'est-à-dire que vous le disiez qu'en réalité, cette défiance, elle s'exprimait peu à l'égard des maires. En fait, elle s'exprime aussi à l'égard d'un pouvoir qui est hyper concentré sur le président de la République et qui a une Assemblée nationale ultra majoritaire pour lui en raison de l'inversion du calendrier, mais aussi en raison de l'absence de proportionnel. Et je crois que c'est ça qui crée énormément de défiance. C'est que vous êtes dans un système où, en gros, on explique aux Français qu'il faut qu'ils aillent voter une fois tous les 5 ans. En général, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. En plus, avec un débat bloqué. On vote souvent quand même dans notre République, madame. Vous savez, on vote pour les présidentielles, les législatives, on va voter pour les européennes en 2019, les municipales en 2020, les régionales en 2021. Et on a beaucoup de choix à chaque fois. Alors, c'est ce que vous pensez, mais en réalité, ce qu'on entend ici, c'est une demande. Non, mais attendez, vous votez, on se retrouve avec des Français qui disent nous, on aimerait pouvoir dire à un élu qui ne fait pas, qui ne tient pas les promesses qu'il avait faites, à un élu qui fait une politique qui est contraire à ce que souhaite le peuple, on aimerait pouvoir lui dire vous ne faites pas votre travail d'élu. On aimerait pouvoir nous proposer des lois. On aimerait pouvoir. Mais vous faites une fixette sur le référendum révocatoire. Vous dites vous, mais 80% des Français qui sont favorables. Sur le référendum révocatoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout certain. Citoyenne. Je ne suis pas du tout certain. Là, vous mélangez les. Non. Alors là, est-ce que je peux expliquer? Parce que je la connais. Vous l'avez déjà expliqué. Alors les gilets jaunes. On met des mots puis derrière on sait pas. Non, mais justement, je vais expliquer. Alors les gilets jaunes, ça pour le coup, c'est très clair. Quand ils parlent de référendum d'initiative citoyenne, ils disent toujours en toute matière et ils proposent les 4. Même la peine de mort. La question de la proposition d'une loi, de l'abrogation d'une loi. Si, parce que ça a été très, justement, c'est pour le coup très relayé parmi les Gilets jaunes. Et révocatoire et constituant. Et quand on a demandé aux Français, moi j'ai vu le sondage, ils sont à 80% favorables au référendum d'initiative citoyenne. Et après, quand ils ont développé, il y a vraiment plus de la moitié des Français, y compris sur le référendum révocatoire. Et le référendum révocatoire, si vous avez des angoisses et des sueurs froides, sachez que ça existe dans des États d'États-Unis qui ne sont pas du tout des dictatures. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas créé le chaos.